Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de Light Geek, l'actu geek simplement. Nous sommes le 3 août 2012. Avant de commencer ce podcast, je tenais juste à dire une petite chose. Il y a 2 semaines, on vous avait invité à participer à un petit concours pour le lancement du pilote. Toutes les personnes qui ont laissé un commentaire ont la chance d'avoir gagné une des applications iOS, Downcast ou Pocketcast. Il y en a 7 ou 8, je crois. Contactez-nous donc par mail pour récupérer vos codes. L'adresse est la suivante, podcastlightgeek@gmail.com, tout en minuscule. Merci. Voilà, je crois que c'est tout. Passons donc au sommaire de l'émission. Donc aujourd'hui, nous vous parlerons de Mountain Lion, de téléchargement illégal, d'un jeu qui s'appelle Castle Story. On vous fera aussi un petit comparatif sur les principales offres d'écoute musicale en streaming. Et enfin, on finira sur la review de Windows 8. Donc tout d'abord, nous allons parler du test de Mountain Lion fait par John. Je t'en prie, John. Alors test, c'est un bien grand mot, puisque j'ai malheureusement pas eu le temps de beaucoup le tester, puisque j'ai voulu le télécharger comme tout le monde le jour de sa sortie. Il est sorti le 27 juillet, donc c'était vendredi dernier. Et à ma grande déception, non seulement j'ai une connexion qui n'est pas terrible, mais en plus j'ai eu des erreurs de téléchargement, donc j'ai pu l'avoir seulement que hier soir. Donc c'est vraiment mes ressentis les plus basiques, on va dire. Ça va être les premiers ressentis, mais c'est déjà assez pour vous donner un avis, quoi. Donc comme je le disais, c'est sorti le vendredi dernier, le 27. Et selon Apple, donc cette mise à jour devait être la plus importante, avec 200 nouvelles fonctionnalités. Elle permettait donc de rapprocher tout ce qui est univers Mac, iMac, MacBook, donc tout ce qui est OS X, avec l'univers mobile, donc tout ce qui est iOS, que ce soit iPod Touch, iPhone, iPad. Donc déjà en le téléchargeant à la fin de l'installation, ça se remarque tout de suite au niveau de la barre de dock. On voit qu'il y a des nouvelles choses qui ont apparu, qu'on connaît si on a un iPhone, tout ce qui est notes et rappels, qui n'était pas là auparavant. Donc ça fait apparition dans le dock. Il y en a même d'autres qui changent de nom, comme iCal et Carnet qui deviennent calendrier contact. Donc tout ça vraiment pour rassembler tous les univers, pour que ce soit vraiment un seul et même bloc. Mais il n'y a pas que des nouveautés. Il y a des choses qui étaient déjà présentes sur tout ce qui était iOS, qui maintenant sont ancrées aussi dans le nouvel OS X. Donc les plus importantes, il y a message, il y a centre de notification, il y a rappel, les notes, recopie AirPlay, la dictée vocale, le partage, puis d'autres un peu moins significatives. Donc des petits changements dans Safari, dans iCloud, des choses comme ça. Donc pour venir sur les plus importants, donc message, e-message ou message, je sais pas comment faut le prononcer parce que ça change entre chaque truc. C'est vrai. Ça doit remplacer apparemment iChat, donc iChat est mort, ça y est, c'est officiel. Ça doit intégrer FaceTime et puis permettre apparemment de pouvoir envoyer des messages, pas encore vraiment testés parce que faut vraiment bien faire gaffe à rentrer tous ces identifiants, configurer ça. C'est assez pointilleux, mais apparemment quand c'est bien fait, ça marche. C'est la magie, apparemment ça marche. Donc on peut envoyer des messages, des vidéos, des photos d'un iPhone, d'un Mac, d'un iPhone vers un Mac et vice versa, quoi. À tester. J'ai pas encore eu le temps de tester. D'accord. Après, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est le centre de notification. Puisque comme je suis vachement maniaque et que je veux vraiment avoir toujours mes notifs à portée de main, je trouve que les avoir sur l'ordinateur, c'est crucial pour moi. Donc ça se présente sous forme d'une petite fenêtre, on clique dessus, c'est vachement discret, c'est tout en haut de l'écran. On clique dessus, hop, là, le centre de notification apparaît. Donc ça se présente comme sous l'iPhone. Et pareil, faut le configurer dans le préférence système, c'est un peu laborieux au début, mais une fois que c'est bien renseigné, ça fait son boulot correctement, quoi. Et pour moi, c'est la plus grosse avancée, le truc le plus important, mais c'est un avis personnel. Après, il y a un rappel, c'est pareil, ça fait comme sur l'iPhone. Note, c'est aussi comme sur l'iPhone, à quelque chose près, c'est que l'interface a changé, elle est un peu plus poussée sur Mac.
On peut mettre en page de manière un peu plus poussée avec des textes en gras, surlignés, des insertions d'images, des choses comme ça. Et on peut aussi faire des post-it qui apparaissent sur le bureau et qui restent. Donc ça peut être aussi vachement intéressant. Un truc qu'on pouvait pas faire sur l'iPhone puisque le système ne le permettait pas, quoi. Ouais, puis ça encombrerait beaucoup l'écran aussi. Ouais, Après, à ce ouais. niveau-là, Ouais, et comme ils sont attachés à leurs icônes, c'est très, voilà, c'est très carré. Ensuite, la recopie vidéo AirPlay. Donc par contre, ça nécessite l'Apple TV, hein, bien sûr. Il faut passer à la caisse, encore une fois. Donc plus besoin de câble HDMI ou même pire du câble VGA entre l'ordi et le téléviseur. Maintenant, on peut diffuser tout son contenu vers la télé sans fil. Pareil à tester, j'ai malheureusement pas d'Apple TV. Donc faudra demander à investir. Christian. Il faudra Christian pour lui demander. Ouais. La dictée vocale, ça par contre c'est super. Je trouve ça répond aussi bien que Siri quand ça veut. Hein. On peut dicter tout ce qu'on veut au Mac, que ce soit pour les mails, pour la recherche internet, pour tweeter, pour Facebook, enfin vraiment ça répond vachement bien. Je trouve ça vachement pratique. Le partage aussi, qui est apparu dans la barre de Safari, donc ça permet de partager encore plus facilement avec tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Un seul clic et hop, on partage n'importe quoi. Donc c'est aussi vachement sympa. Voilà pour les grosses nouveautés, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Moi, mon point de vue à moi, après une journée de test, hein, mais ça, je trouve que j'ai vite fait le tour, hein, c'était pas non plus, sauf dans les petits détails, mais ça après à voir avec le temps. Mais bon, la mise à jour, comme je l'ai dit, hein, ça rapproche encore une fois l'univers iOS et OS X. La barrière entre les deux mondes est de plus en plus mince. Et ça laisse donc présager que le système va encore évoluer vers là. Je trouve que ça apportait de l'ergonomie au système, parce que il y a des choses vraiment qui manquaient et qui ont été vachement bien intégrées. Hein. L'onglet de partage, des choses toutes bêtes, hein. L'onglet de partage, les centres de notification, les notes, parce que ça c'est pareil. T'as envie de te rappeler d'un truc qui est assez long ou d'un texte à taper sur ton iPhone, c'est un peu chiant. Là, tu le tapes sur ton ordi, tu le retrouves sur ton iPhone, c'est vachement agréable. Donc plus aisé de s'y retrouver, comme je disais, mais à condition vraiment de bien prendre le temps, hein, pour tout configurer, parce que c'est un peu un travail herculéen, quoi. Faut aller dans préférences système et il y a des onglets partout pour renseigner à chaque fois tes identifiants Twitter, tes identifiants Facebook, ton identifiant iCloud, ton truc iTunes, enfin Ouais. bref. Perso, moi, ça m'a fait penser un petit peu à Windows pour le coup, parce que à chaque fois que tu ouvres une nouvelle application, une fois que t'as fait la mise à jour, il te demande si tu veux associer tes contacts avec un tel, avec machin, et on n'était pas encore habitué à avoir autant de petites fenêtres Voilà, qui ouais. te demandent ton avis, genre est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça? C'est un petit Ouais, côté il manque plus que Microsoft. le petit son Windows qui fasse Ouais. peut-être d'erreur. À quand l'écran bleu sur le Mac et tout. Non, on est méchant. Mais, Non, mais sinon, pour revenir là-dessus, le seul point noir, c'est que vraiment, comme à chaque fois, malheureusement, il y a que quelques références de produits qui peuvent prétendre à cette mise à jour. J'ai de la chance parce que moi j'ai donc un iMac qui date de pas trop longtemps, mais les appareils qui sont un peu trop obsolètes aux yeux d'Apple, ben, ils pourront pas en bénéficier. Et, chaque fois, quand on voit que, je crois que les en dessous de 2008, je crois, donc c'est pas tellement loin, mais en dessous de 2008, tout ça, tous les Mac là peuvent pas en bénéficier. Donc c'est dommage. mais c'est quoi la raison avancée? Obsolescence du Ah système, oui, mais ça, c'est comme le reste. Hein. Ah ouais, Ça d'accord. demande trop de On sait ressources, ouais. Trop le bandeau de notification doit vraiment Ouais, être trop lourd. trop lourd. Ouais. Les calculs pour la dictée vocale, je pense que... Par contre, juste une question, parce que moi je m'étais arrêté sur Lion, parce que j'avais testé la bêta de Lion pour dire quand j'avais encore mon Mac, et j'avais vu à iMessage, j'étais super content, j'étais youpi tralala et tout, j'avais jamais réussi à faire marcher parce que clairement c'était marqué comme une bêta, et là je sais pas si c'est encore une bêta, j'ai pas très bien compris ce que t'as dit. Ben, je te rassure, vu l'ergonomie de la fenêtre, je crois que c'est encore en bêta. Hein. C'est vraiment moche. Hein. C'est une toute petite fenêtre genre pop-up avec écrit message. Et ben, j'ai eu beau renseigner
mon identifiant iTunes et tout le bordel, mon numéro de téléphone et blabla. Bon, déjà, tu peux que envoyer à des iPhones, donc ça restera un petit peu mon cercle d'amis, puisque j'ai peu d'amis qui ont des iPhones, hein, ils sont pas tous très, très riches, donc à la limite, mes contacts, ceux que j'appelle le plus souvent, je peux pas m'en servir, quoi. Les plus importants, je peux pas m'en servir. Ok, bon. Ce sera un gadget, hein. Il y a des notifications Twitter et Facebook sur la page, enfin sur le Notification Center, c'est ça ou ce que t'as dit? Ah ouais, bah toutes celles que t'as sur l'iPhone se retrouvent sont synchronisées avec ton Mac. Là j'ai eu tournage Light Geek 2 maintenant jusque minuit, tu vois, ça s'est affiché. C'est pas mal ça. Twitter, j'ai reçu un tweet là il y a 31 minutes de Pierrick, voilà, ça s'affiche quoi. Ok. C'est magique. Et par contre, il y a une petite chose, bon, t'as dit que toi tu trouvais ça vachement intéressant, la dictée vocale. Enfin, je sais pas, même si sur Windows 7 et même sur Windows 8, elle est intégrée, tu t'en sers vraiment? Même si t'as trouvé ça super bien, ça marche vraiment bien, est-ce que tu t'en sers? Bah, c'est comme pour Siri, hein, je m'en sers vraiment, soit quand je veux me la péter, ou soit quand j'ai pas les mains libres. Par exemple, là, pour un mail ou les choses comme ça, je pense que ça peut être intéressant, quoi. T'as une idée en tête pour un mail, ou t'as un truc que t'as écrit et que t'es pas sûr de l'orthographe, bah hop, tu la dictes et puis le truc s'en charge, quoi. Pour des petites actions, ça peut servir, quoi. Oui, après, si tu veux taper une recherche dans Google ou quoi, je pense pas que ce soit vachement nécessaire, hein. Tu tapes ton mot, ça va si vite, hein. Ok. Mais je trouve que au niveau du système de reconnaissance, c'est vachement bien foutu, quoi. Il reconnaît vraiment bien. Bon, bah ça va, c'est pas mal. Et il réagit vite aussi, hein. C'est ça qui le différencie de Dragon Dictation ou les choses comme ça réagit vachement plus vite. D'accord, ok. Ah, mais ça va, si ça marche plutôt pas mal, bon, c'est un peu comme Siri, hein. C'est vrai qu'au début, ça marchait plutôt bien, ça allait plutôt vite. Bon, là maintenant, avec le temps, avec le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur Siri, ça marche un peu moins bien. Avec iOS 6, ça marche un peu mieux. Mais il faut dire que c'est un peu encore en bêta. Alors bon, je pensais que ça allait être encore en bêta, mais si tu dis que ça marche bien, pourquoi pas? Mais comme je te dis, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment le tester dans ces derniers retranchements, hein, d'écrire un mail où je dicte un truc pendant 10 minutes, je sais pas si ça suivra. Je pense pas que l'utilité est là. Je pense pas que l'utilité est là vraiment. Comme j'ai dit, et puis même comme tu m'as confirmé, ça doit sûrement marcher pour un petit tweet du genre tu tweets une connerie ou t'écris un mail pour dire j'arrive ou même un iMessage, ça peut marcher je pense. Mais sinon peut-être pour des actions du genre ouvrir une fenêtre, je sais pas si ça marche aussi. Ça pourrait être ou étendre le marché des Mac au manchot, je sais pas. Oui, ça. Bah, bon. La stratégie d'Apple est assez bizarre là-dessus. C'est bizarre là-dessus, oui, j'avoue. J'ai 2-3 petites questions encore. Je lui ai demandé iPhoto et iWork, ça a été mis à jour, non? Oui, mais ça par contre c'était indépendant de la mise à jour Mountain Lion. Il faut l'avoir pour en bénéficier, mais c'est une autre mise à jour à installer directement dans les logiciels. D'accord, c'est pas clairement destiné à Mountain Lion. Disons que quand tu télécharges le package Mountain Lion, ça te met pas la mise à jour d'iWork. Si t'as le logiciel iPhoto, enfin toute la suite iWork pardon. Donc c'est-à-dire, je me suis trompé, c'est pas iPhoto, hein, c'est Page, Keynote et Numbers. Donc là par contre, il faut que tu les mettes à jour toi-même quand tu l'ouvres quoi. Attends, mais ça je l'ai pas installé. T'as dit que c'était Page, mais moi je parlais vraiment d'iWork. En fait, je croyais que c'était iWork qui était resté. Mais Page, c'est depuis un petit moment, non? Comment ça? Pages. Pour moi, iWork, c'est la suite Keynote, Numbers, Page. Enfin, j'ai toujours vu ça comme ça. Ouais, non, mais ça doit être moi. Parce non, que la suite iPhoto, c'est iLife, c'est l'autre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis trompé en disant iPhoto. D'accord, ok. Bah j'ai un peu mélangé parce qu'il y a tellement de noms. Que voilà, enfin je me suis mélangé. Est-ce que tu as eu aussi des applications incompatibles du genre, je sais pas moi, t'as installé une application que t'avais sur ton Lion et t'as essayé de l'installer plutôt sur Mountain et ça marchait plus. Non, il y a juste mon antivirus qui soi-disant ne doit pas marcher mais il marche très bien, donc à chaque fois que ça s'allume il y a un message d'erreur mais ça marche quand même.
Il me dit ce logiciel ne me fonctionne pas avec Mountain Lion, mais bon, il s'allume quand même et pas de souci, quoi. D'accord. Et toi, Pierrick, t'as eu des petits soucis ou pour l'instant, non? Non, j'ai pas eu encore vraiment le temps de tout paramétrer, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais enfin, après c'est de l'ordre du détail, mais les petites modifs que j'avais pu voir, en fait, c'est en faisant des copier-coller de fichiers, et, de voir que la progression de chargement de copie de certains fichiers, c'était intégré directement dans le Finder, qu'on voyait l'état d'avancement d'un fichier qui va être copié, qu'il n'y avait plus une barre, une fenêtre indépendante qui allait s'ouvrir, mais que dans la fenêtre dans laquelle on copiait le fichier, on voit que le truc apparaît. Ouais. Et sinon dans je sais jamais le nom, merde. Quand on expose la page avec toutes les applications, exposé, ouais, justement, voilà. Désolé, c'est parce qu'il est tard, ça doit être ça. Non, il y a un petit moteur de recherche maintenant qui est intégré au truc aussi. Pour justement consulter, par exemple, quand on a, je sais pas, enfin, moi je sais que je dois avoir 4 ou 5 pages d'application sur le truc. Donc plutôt que de bouger les 4 pages et puis de chercher une application pour laquelle on n'est pas sûr de l'avoir rangée dans telle page ou telle autre, vu que c'est que des petits icônes, il suffit juste de taper le nom au-dessus et hop, ça nous la retrouve aussi, quoi. Donc ça existait pas avant, là ça vient d'arriver, donc c'est super pratique, mais enfin on se dit voilà pourquoi ça y était pas dès le départ, parce que au final c'est de l'ordre du détail, quoi. C'est plein de petits, J'ai l'impression que de toute façon toutes les petites incrémentations qu'ils ont fait là-dedans, à chaque fois qu'on les voit, on se dit pourquoi ils ont pas mis ça avant. C'est pas les trucs révolutionnaires, mais c'est des trucs que... Oui, non, mais c'est des trucs, je pense que c'est là où tu te dis que c'est vraiment bien fait et que c'est là que c'est réussi, c'est plutôt un design réussi entre guillemets. C'est comme dans iOS 6, le ne pas déranger. Tu te dis mais comment on n'y a pas pensé avant? Ah, ça c'est terrible. Ouais, ça c'est terrible. Je m'en sers vraiment. Je l'ai enclenché et puis maintenant ça se met en route tous les soirs, quoi. Ouais, donc voilà, c'est des choses qui sont soit nécessaires qu'on pensait pas avant parce que c'était un peu inconsciemment, on se disait pourquoi pas, ça pourrait être sympa, et quand ils le mettent, tu te dis ah bah ouais, c'est logique, il fallait que ça soit implémenté. Mais donc, ça du coup c'est vraiment terrible. Ne pas déranger sur iOS 6. Maintenant je l'aurais pu, ça me casserait les couilles. Ouais, normal, ouais. C'est, à chaque fois, des fois j'éteignais même mon téléphone parce que ça me... Ah ouais, non, mais je pense même moi, hein, c'est vraiment utile, ce ne pas déranger. Enfin bref, qu'est-ce que t'en penses donc du coup sur Mountain Lion? Tu le recommanderais? Oui, non, mitigé, j'ai cru comprendre. Pour ceux qui utilisent beaucoup leur iPhone et qui veulent vraiment tout retrouver dessus, moi c'était surtout pour ça. Pour vraiment fusionner quoi les deux OS, hein. Ok. Que je retrouve toutes mes notifs, toutes mes notes, tous mes rendez-vous, que ce soit vraiment tout synchronisé. Bon pareil par contre ils sont vraiment sympas là-dessus Apple, mais puisque moi je l'utilise pour faire mes sauvegardes sur l'iCloud pour l'iPhone et l'iPad. Et maintenant que j'utilise aussi ça pour Mountain Lion sur le Mac, mes 5 gigas gratuits, ça suffit plus, quoi. Donc je suis obligé de faire des sacrifices, par exemple ne pas synchroniser mes mails, des choses comme ça, ou le flux de photos, parce que sinon il faudrait que je paye pour avoir au moins les 15 gigas, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ah ça c'est pas con ça. Mais là ils ont bien pensé leur truc, hein. Ils se sont dit tiens, il y a pas assez de personnes qui prennent des comptes payants avec iCloud, donc c'est la théorie du complot. C'est la théorie du complot, faites gaffe. Donc voilà, bon bah si mis à part ça, je pense que c'est pas la mise à jour indispensable, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, c'est quand même pas mal de la faire, quoi. Voilà. Bon, ça coûte, c'est pas très cher, mais bon. C'est le prix qui m'a dit. Ok, bon. Et ben on va passer à la deuxième info. Donc le téléchargement de musique, on va en parler. Donc c'est Pierrick qui va nous faire un petit topo là-dessus, parce qu'il va nous raconter une chose assez choquante, j'avoue. Ouais, alors choquante, je sais pas, mais impressionnante, je pense que ce serait peut-être, enfin moi je trouvais ça assez impressionnant pour le coup. Ouais. Donc en fait le téléchargement illégal, d'après une étude qui est tombée la semaine dernière, se ferait majoritairement donc hors ligne. C'est-à-dire que le peer-to-peer, le téléchargement direct, enfin tout ce qui est récupération de fichiers
justement via Internet est quand même minime par rapport à tous les échanges qu'on peut se faire de main à main entre nous, comme ça, copier sur une clé USB. Donc du coup, c'est le site Torrent Freak, donc qui est bien connu par les geeks, par ceux qui creusent un petit peu au niveau de l'actu pour tout ce qui est téléchargement et torrent, etc. Qui s'est procuré donc un rapport et donc en termes de chiffres, on apprend que 2/3 des fichiers de musique qui sont acquis par les internautes, c'est-à-dire environ 65%, le sont donc via des moyens illégaux. Donc ça c'est pour poser le truc, dire que voilà, il y a plus d'un fichier sur deux qui est récupéré illégalement. Donc sur le coup, on se dit bon bah voilà, c'est des torrents, c'est du peer-to-peer, c'est du téléchargement direct. Bon, on a pu méga upload, mais on sait très bien qu'il y a des tonnes et des tonnes d'autres moyens de se servir. Et ben non, finalement, c'est les disques durs, des clés USB, des échanges sur des cartes SD, des choses comme ça. Et sur disquette. Sur disquette si on veut, mais va falloir faire des grosses copies parce que là, moi les disquettes, je m'en sers plus vraiment, j'avoue. C'est peut-être pas bien. Mais... Faut avoir beaucoup de disquettes. Ouais. Non, on fait des copies. Beaucoup. Voilà, comme on faisait des copies de cassettes pour sa vieille voiture ou des VHS, etc. C'est exactement pareil. Ah ouais. Quand on lançait l'enregistrement, tu sais, on plaçait le magnétophone juste à côté de la radio pour lancer l'enregistrement. Voilà, bah c'est un peu presque comme ça qu'on enregistre le podcast aujourd'hui. Ouais. Les téléchargements donc directs, ça représente 4% de la récupération de fichiers légaux et le peer-to-peer 15%. Donc ça reste quand même assez faible par rapport à ce qu'on a pu avoir avant. Et au final, on a déduit que les 70% de fichiers qui restent, ça correspond à ce qui s'appelle du piratage de proximité, c'est-à-dire de l'échange entre connaissances, entre amis, enfin tout ce qui peut se faire hors de la toile, quoi. Mais dans l'épicerie du coin. Voilà, c'est ça, c'est limite on va dealer de la musique quoi, comme tu veux de la musique, Je pensais pas quoi. Et ben ouais. Parce que ça me rappelle ça c'est pas si lointain que ça, mais il y a 10 ans de ça quand tu venais avec ton Divix au lycée et que tu le repiquais à tes potes. Ouais, mais au final maintenant on fait ça aussi, non, je sais pas, enfin perso peut-être tu te balades avec c'est un disque dur externe par wagon quoi. Voilà, c'est le disque dur d'Interact. Mais du coup ça va encore plus vite, c'est pour ça je pense que les chiffres sont aussi impressionnants. C'est que au lieu d'échanger genre ah tiens, j'ai le dernier album de machin et puis t'as un CD avec 20 titres dessus. Là, on te refile l'intégrale de James Bond, 20 gigas et tout, d'un coup, tu l'as en quelques minutes et puis voilà, c'est parti, quoi. C'est juste que la quantité de données, elle est beaucoup plus, elle est énorme. D'ailleurs, juste une petite question là sur ce téléchargement. C'était juste le téléchargement de musique ou ça englobait aussi la vidéo et... Pour le coup, c'était que la musique. Et du coup, ce qui était dommage, c'est que les chiffres du streaming n'étaient pas pris en compte là-dedans. Parce que les gens, finalement, il y a aussi une grosse part d'utilisateurs qui téléchargent plus et qui va utiliser de la musique, qui va écouter de la musique sur Deezer, sur Spotify, sur tout ce qu'on veut. Moi, perso, je suis plus sur Groove Shark parce que, peut-être parce que je suis radin et parce que Groove Shark, ça reste encore gratuit. Tiens, je connais pas ça. Et je me fais mes playlists. La musique, bon, moi, j'ai toujours mes vieux CD, mes disques qui sont encore enregistrés sur l'ordi, mais ça reste vraiment un petit paquet. Et ouais, c'est souvent du streaming que j'utilise, quoi. Alors après, vous, je sais pas si. On aura sûrement l'occasion en plus d'en parler parce qu'on a un sujet sur un peu tout à Deezer avec une match, excusez-moi, et Spotify. Mais moi personnellement, j'utilise Spotify et je paye. Bravo. Blindé, riche. C'est bien. Mais... Non, je suis pas riche, j'ai Android. Ouais, mais t'as la Galaxy Tab, la dernière Galaxy Tab. C'est pas comme si t'avais... Ça y est, on s'énerve tout de suite. C'est le Père Noël qui est passé en avant, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Ouais. Oui. Ouais. Non mais enfin, oui, tu disais. Non, je voulais juste conclure en disant que le problème qu'on a du côté de tous ceux qui vont combattre le téléchargement illégal, c'est justement qui sont vachement axés sur tout ce qui est peer-to-peer et qu'il n'y a rien à faire contre ce phénomène. Enfin, je veux dire, copier des fichiers avec des potes et puis se les refiler,
sur une clé USB, sur tout ce qu'on veut. Là, pour le coup, Là, on peut rien faire contre. tout ce qui est Adopi, etc., je veux dire, voilà, ils sont impuissants, quoi. Ouais, c'est impuissant. Alors que l'étude montre que le gros du piratage de proximité, comme ils disent, se fait comme ça, quoi. D'ailleurs, bon, on a perdu John, mais on continue. Ouais. C'est juste pour, moi, je vais juste donner un peu mon point de vue là-dessus. Je pense que clairement, le piratage, si on essaie de l'arrêter, c'est une connerie. Le but aujourd'hui, et surtout ce qu'on devrait faire, c'est de dire, bah voilà, il y a le piratage, ça existe. Maintenant, comment on va faire pour vivre avec? Il existe des systèmes. Bah là, on a par exemple comment on appelle ça? Le streaming, Ouais. qui marche très bien, Spotify, Deezer. C'est pas du peer-to-peer, c'est différent. Il y a des gens, de plus en plus de personnes l'utilisent. Moi, je pense que c'est bien ces nouveaux systèmes comme ça, pas qui concurrencent un peu le téléchargement illégal, mais Non, mais du coup, c'est une autre façon de penser, de voir c'est les notre choses. façon de penser, carrément, voilà. c'est sûr. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut être dans l'accessibilité plutôt, enfin, comment mettre les fichiers sur Internet le plus accessible possible pour le commun des mortels. Comme ça, c'est là où on va battre le téléchargement illégal. En gros, si tu veux, pourquoi les gens y téléchargent aujourd'hui? Moi, je pense que c'est tout simplement parce que c'est plus facile de faire ça. Ouais. C'est plus facile de se dire tiens, je vais aller le chercher en torrent parce que aller sur iTunes, rentrer ma carte bleue ou aller sur Amazon ou faire ça, c'est super chiant. Aujourd'hui, on commence à voir un peu ces nouveaux systèmes de se dire bah voilà, par exemple Free j'avais entendu parler parce que j'ai pas moi la nouvelle Freebox, mais pour regarder des séries maintenant c'est super simple. Si t'as déjà ton compte, tu peux louer des séries des séries directement sur ta Freebox, et du coup de plus en plus de personnes font ça au lieu d'aller le télécharger en torrent, parce que ça va être plus long, et en plus les séries commencent à sortir en Amérique avant, c'est sûr, mais en France pas très longtemps après. Il y a des sous-titrés. Ça me fait penser par exemple à Netflix, ça c'est un truc, il y aurait ça en France, ça Netflix, c'est serait sûr. dément, quoi. Bon, on l'attend. Donc, Je veux dire, avoir un service de cette qualité-là voilà, en mais France. il faudrait juste le service. C'est pour ça que aujourd'hui, et j'espère peut-être un jour monter une start-up, ou une entreprise avec le concept qui marcherait, c'est-à-dire de trouver de faire le plus d'arrangements possible avec les grosses sociétés de disques et tout, mais bon, ça m'étonnerait que ça arrive, mais pour que la musique et les vidéos, enfin tout ce qui est consommable puisse être accessible super facilement, en mettant ton compte une première fois et en prenant toute la musique que tu veux. C'est un peu comme Spotify, sauf que c'est bien trop cher pour le moment. Il faudrait pas que ce soit trop cher, parce que même si on n'arrêtera jamais le piratage, et de toute façon on l'arrêtera jamais, une autre façon de faire, plus simple, je pense que c'est vraiment la solution. Mais bon, on verra bien comment ça se passe, quoi. Mais c'est sûr, mais après nous voilà, peut-être qu'en tant que entre guillemets geek ou tout ce qu'on veut, on va s'y intéresser, on va regarder, mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de communication qui est fait là-dessus. Sur l'offre légale par rapport à tout ce qui est illégal. Voilà, c'est ce que tu disais, le fait de télécharger illégalement, ça reste encore vachement facile, et par rapport à des offres qui vont être payantes déjà, mais qui sont pas suffisamment mises en avant, quoi. C'est vrai. Je prends l'exemple tout con de iTunes. Il y a pas longtemps, je me suis dit allez, je vais voir pour tester, prendre une série, la télécharger légalement, payant, etc. Pourquoi pas, et un début à tout. Et vu les prix et ce qu'ils proposaient, je trouvais que c'était un peu prohibitif, Apple, quoi. Tu veux une série, même une série que tu trouves je dis une bêtise, mais je crois que c'est des coffrets à 20 € à la Fnac, truc comme ça, bah c'est le même prix, alors que t'as pas la jaquette, t'as pas le truc qui ferait qu'un collectionneur sauterait le pas pour l'acheter dans un magasin. C'est comme les bouquins. Leur offre, elle est pas, les prix sont pas à la mesure de l'offre, quoi, je trouve. Il faudra attendre. De toute façon, je pense qu'à coup de téléchargement illégal, peut-être qu'un jour,
les grandes secondes entre guillemets vont se dire bon, on va peut-être arrêter, on va peut-être faire moins cher, peut-être que ça Moi, je freinera le pense truc. pas, parce qu'ils sont toujours en train de dire on perd de l'argent, et puis en fouillant un peu, on voit que c'est pas vrai du tout. Donc, Non, oui, c'est sûr. C'est comme les chiffres sur le piratage de films, et au final, tu vois que les entrées cinéma, enfin, le cinéma, c'est pas aussi bien porté que ces derniers mois, quoi. ouais, C'est, voilà. c'est un peu contradictoire, il y a toujours des trucs qui se rebalancent, et non, ça se tient pas, quoi. Ah ouais. Bah, de toute façon, on verra bien. Malgré que moi je pense fortement que le piratage, faut arrêter de se dire on va l'arrêter par tous les moyens. Pas besoin de se dire ça. Non, Il c'est sera là et ça dépendant, reste de toute façon. Voilà, voilà. Bon, bah, en gros, c'est en plus de dire que le piratage il s'arrêtera pas et que c'est pas la fin du monde. Maintenant, tu nous as démontré que c'est pas le plus gros du téléchargement, enfin plus gros C'est pas moi qui l'ai de démontré, l'égalité. c'est l'étude en Oui, question. oui, c'est Mais l'étude, mais je veux au dire. final, on aurait pu s'en douter parce que ça fait partie des habitudes de tout le monde Oui, oui. On de aurait pu s'en troquer de la douter. musique, quoi. Ça reste, au final, c'est du troc, quoi. Mais c'est du troc, mais quand même, quand tu fais un article et que tu montres clairement ces chiffres, ça choque tout le monde, je pense. Enfin, au Ouais. moins, ça fait un petit, tu te dis, ah ouais, quand même. Mm. Ah ouais, même si au fond de toi, tu y penses, parce que tu viens de le dire, c'est vrai que le troc, tout le monde le fait, même inconsciemment. Voilà, enfin, c'est vrai que c'est normal, ouais. On le fait sans s'en rendre compte, quoi. C'est ça. À la limite, Mm. en téléchargeant un fichier, on se dit, ah, peut-être que, enfin, on se dit, voilà, il y aura peut-être un tracker, on va peut-être se faire avoir par un serveur à la con, ou il y aura peut-être Adobe qui va nous envoyer un mail le lendemain, mais ça, on n'y croit pas trop. Euh, Là, je sais pas, enfin, tu vois, tu fais copier-coller sur l'ordi d'un pote, tu, le- c'est une démarche limite complètement différente, quoi. On n'est pas dans Mm. le même monde, c'est autre chose. Ouais. En plus, t'as même pas l'impression de prendre le fichier légalement. Tu te dis, oh bah c'est bon, je le prends comme ça. T'y penses même pas. T'y penses même moins que quand tu télécharges illégalement. Exactement, ouais. Enfin bref, bon. Voilà, voilà. T'es de reparmi nous, hein, John, on est Ouais, d'accord? oui, je suis toujours là. Bon. Eh ben, je vous propose de passer à la prochaine news. Allez. Donc, qui est sur encore un projet Kickstarter. Je sais, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je m'ennuie beaucoup et Non, mais c'est bien de supporter un petit peu comme ça. Il faut, ouais. il faut. Donc alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert comme ça, en me baladant sur le net. Donc ça s'appelle Castle Story. Donc au premier abord, ça ressemble à un simple Minecraft en solo, mais en fait pas du tout, c'est bien différent. Déjà, il faut savoir que c'est du Kickstarter, donc du crowdfunding, dit participatif. C'est-à-dire que si vous trouvez que l'idée est cool, vous pouvez donner un peu d'argent et en même temps une chance au porteur de concrétiser son projet. En retour, vous avez le droit à un petit bonus en fonction de la somme que vous allez donner, bien sûr. Donc alors ça vient d'un petit studio indépendant qui s'appelle Sauropod, comme un dinosaure, je crois que c'est un dinosaure. C'est dirigé par deux Canadiens, François Alain et Germain Coué. En fait, ils ont étudié le développement de jeux vidéo à l'université au Canada et ils ont décidé tout simplement de lancer la création du leur, quoi. Et donc dans ce jeu, vous prenez le contrôle de petits personnages qui s'appellent les briquetons, comme des briques et puis thon. Comme des Voilà. tons, ouais. Ça ressemble pas du tout à des poissons, je préfère le dire. Donc vous prenez le contrôle de ces petits personnages-là, et l'objectif est de construire votre château. Donc voilà, en amassant des ressources qui se trouvent autour de vous, et tout en explorant le monde aussi autour, et enfin en vous protégeant des monstres qui rôdent. Donc comme ça ressemble, c'est vrai, au pitch du jeu de Notch, mais en fait, c'est ce qui en fait un jeu totalement différent, c'est comment vous allez y jouer. Donc en effet, déjà, Avec les pieds. pas du tout, c'est encore avec la souris et le clavier. En fait, faut savoir que c'est pas en vue subjective comme Minecraft, c'est tout à la troisième personne. De plus, en fait, vous contrôlez pas un perso, mais plutôt une dizaine en fait, une dizaine ou même plus si vous avez plus de briquetons, quoi. Donc vous êtes comme sur C'est des un Pikmin, Age of quoi. Empire. Ouais, un peu comme ça exactement. C'est un peu comme les Pikmin, quoi. Et en fait, vous développez votre petite ville et tout. Donc, en fait, le jeu est plutôt beau graphiquement. Je l'ai trouvé vraiment beau.
et vous vous retrouvez sur des petites îles volantes. La charte, enfin la charte graphique, plutôt l'univers est super bien foutu. C'est plutôt mignon et vous êtes avec vos petites créatures et c'est parti. Au final, moi je conseille quand même d'aller voir le site du studio. Donc c'est www.sauropodstudio.com et comme ça vous pourrez vous faire un petit avis sur le trailer parce qu'il y a un trailer sur leur site. Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, sur la page du projet Kickstarter, il y a une vidéo de gameplay de plus de 10 minutes qui explique pas mal de mécanismes du jeu. Donc je vous encourage beaucoup à aller. Le lancement est programmé pour fin août pour les membres qui ont contribué, enfin, ou qui vont contribuer au projet. Moi j'ai contribué, je vous préviens, donc je pense que je ferai peut-être un petit test dans l'émission. Encore une fois, t'as un trop grand cœur, tu participes à chaque fois sur tous les projets. Et j'ai plus d'argent, donc bientôt je vais vivre dehors. Mais le prix, franchement, le prix du jeu, ça sera autour de 15 euros, et ça serait bête de s'en priver. Moi personnellement, oui, ça va, ouais. moi j'avais donné à l'époque 15 euros pour Minecraft, je ne regrette pas, c'est plutôt cool. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes joueur de Minecraft ou pas du tout, mais moi franchement c'est une super surprise, surtout que j'ai pas dit, mais le lancement du projet a été le 27 ou le 28 juillet je crois, et en 4 heures ils voulaient je crois une centaine, 100 000 dollars. En 4 heures ils ont eu plus de 300 000 dollars, ça a été la ruée, c'est pour ça aussi que j'ai remarqué ce projet là, et en plus j'ai vu des vidéos, j'ai l'impression que c'est des Français, donc bon, enfin des Québécois, donc ils parlent français, donc je suis plutôt content et je dis allez-y, c'est parti. Vive la francophonie, allez. Vive la francophonie, exactement. Donc ouais, je trouvais ça super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un peu vos impressions. Bah, depuis le temps que je me dis, faut que je teste un peu le crowdfunding, mais faut trouver le bon projet, quoi, financer le bon truc, ce genre de petits jeux. Bah, je suis pas un gros gamer, mais il faudrait que j'essaye déjà Minecraft et ensuite je verrai pour ce genre de truc, quoi. Franchement, faut essayer. Franchement, je pense vraiment qu'il faut essayer parce que Ouais. le crowdfunding et Minecraft, parce que le crowdfunding, je pense vraiment que ça va être un modèle économique, comme je t'avais dit Pierrick au début, que c'est un nouveau modèle qui va beaucoup se développer. C'est un peu tout nouveau et c'est super bien de se dire, bah voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui vont me dire, tiens, je vais faire un projet, tiens, je vais faire un jeu, tiens, je vais faire un design, parce que c'est pas obligatoirement des jeux, et de dire, bah mec, je vais te donner de l'argent pour le faire, et en plus, la personne en question qui va proposer ce projet-là va te dire, bah tiens, si tu me donnes de l'argent et que c'est commercialisé, eh ben je te ferai un exemplaire signé par exemple, ou je te donnerai un truc en plus. C'est ce petit truc qui se dit de se dire, oh là là, la chance, imaginons ça fait des millions et des millions, il en vend des millions d'exemplaires. Toi tu te dis, bah j'étais le premier, et en plus j'ai un truc spécial, tu vois, c'est vraiment un Ouais, c'est l'attrait du collectionneur. Le fait de Voilà, ouais. fait de participer, ça engage beaucoup plus déjà de toute façon. Enfin, ça motive et c'est sûr. Et ça lutte contre le piratage. Alors voilà, il faut participer. Non, mais franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je sais pas, John, toi, tu joues à Minecraft ou alors pas du tout? Justement, Minecraft, j'ai voulu essayer, mais le concept est sympa, mais j'ai pas accroché du tout au graphisme, moi, par contre. Donc, à voir les graphismes du jeu que tu me parles, si c'est vraiment mignon, que j'accroche et tout, ouais, pourquoi pas. C'est pas. Mais c'est vraiment pour moi une question de coup de cœur. Si j'accroche pas du tout les graphismes, j'y jouerai pas, quoi. Bah, franchement. Si ça a rien à voir avec, pourquoi pas, ouais. Faut que je vais aller voir ton site. Bah, quand je disais bon, que ça ressemble peut-être à un Minecraft. En fait, le monde en lui-même, c'est fait de cubes, donc c'est pour ça qu'on peut penser à Minecraft. Surtout en plus qu'on a un peu un système de bac à sable, c'est-à-dire qu'on construit son monde avec ce qu'on trouve un peu dans l'environnement qu'il y a autour de soi, donc c'est pour ça que ça fait un peu comme Minecraft. Mais au niveau des graphismes en eux-mêmes, on peut pas dire c'est du Minecraft parce que déjà c'est pas le même langage. Je crois qu'il y a un moteur graphique directement dans le jeu, alors que Minecraft c'est que du Java. Et ça a l'air vraiment d'être bien, et je pense déjà qu'il faut un ordinateur un peu plus puissant que ce qu'il faut pour faire tourner Minecraft. Il y a aussi, j'ai oublié de dire que ça va tourner sur Mac et sur PC, c'est prévu pour. Ça tournera pas et c'est pas prévu ni pour les smartphones ni pour les tablettes parce que
voilà, pour l'instant ils se pensent pas le faire là-dessus. Peut-être que plus tard ils y penseront. Et une dernière chose, on en a parlé il y a 2 semaines de la console Ouya. Ils ont vu que ça fait pas mal de buzz. Pour l'instant, ils vont pas se placer sur cette console-là parce que c'est pas leur souhait. Mais comme ils en ont parlé, peut-être que ils sont dans leur coin de leur tête et se dire peut-être qu'un jour ça serait intéressant. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà pour cette info-là. Un petit Donc, jeu à suivre. un petit jeu à suivre, exactement. Donc on va passer à l'autre sujet, donc qui va parler de Deezer, Spotify, iTunes Match. Je vais y arriver, j'arrive vraiment pas avec ce truc. Donc c'est un peu un comparatif et tout. En plus on en a parlé avec le téléchargement de musique. Donc voilà. Donc c'est John, je te donne la parole, je t'en prie. Ouais, donc on a déjà vu pas mal des articles là-dessus, hein. Il y a eu moult comparateurs qui parlaient de toutes les offres, toutes les plateformes de musique, donc on va rien vous apprendre vraiment aujourd'hui. Mais c'était plus justement, moi ça me concernait aussi un peu puisque avec l'approche des vacances, je me suis dit pour la musique que j'emporte avec moi, qu'est-ce que je vais utiliser justement comme service. Et donc je me suis penché sur les trois là, hein, les trois entre guillemets plus parlants pour moi, donc Deezer, Spotify et iTunes Match. Donc lesquels fallait choisir, pour quelle utilisation et quelles caractéristiques propres à chacune. Donc à savoir quand même que iTunes Match sort un peu du lot par rapport aux deux autres, hein, qui sont vraiment Deezer et Spotify sont vraiment deux clients à part entière qui ont une app dédiée, un site web, enfin parce que iTunes Match est quand même issu de Apple, de iTunes à la base, etc. Donc ça a été un service de musique en streaming plus tard. Voilà. Bref, donc pour les trois services, donc Deezer, c'est français, Cocorico, ça va de 2007. Donc on peut avoir un abonnement premium 4,99 je crois par mois et premium plus 9,99 par mois. Donc à savoir que le premium permet d'avoir sa musique en mobilité, c'est-à-dire sur son téléphone partout en streaming. Spotify c'est la même chose, donc ça par contre c'est suédois, ça date de 2008. Donc les mêmes offres, hein, à 5 ou 10 euros. Donc 5 euros, je crois que c'est sur internet illimité, on peut écouter n'importe quel titre en illimité. Mais si on veut l'écouter sur mobile, c'est comme Deezer, hein, c'est 10 euros par mois. Et puis iTunes Match, américain, qui date de 2012 et qui est à 25 euros par an. Ce qui fait à peu près 4 euros par mois, c'est ça? Non, 2 euros par mois, plutôt 2 euros. 2 euros, ouais, tout à fait. Ouais. Pour venir vite fait donc sur les trois, donc Deezer, lui c'est le pionnier, hein, donc tout le monde le connaît puisque c'était entre guillemets le plus populaire des premiers services. Il a gardé sa popularité et puis aussi surtout sa simplicité dans l'interface. On le lance, on comprend tout de suite, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Il a une application disponible pardon, sur Android et iOS. Inscription facultative, donc tu n'es pas obligé de créer un compte, tu peux vraiment lancer le site internet Deezer et puis écouter n'importe quelle musique, hein, que ce soit au bureau, chez un ami, et voilà. Sur Spotify, donc Spotify lui est très très proche de Deezer, mais il a fait le buzz parce qu'il a signé un partenariat avec Facebook, donc c'est ça qui lui a donné entre guillemets la notoriété qu'il a aujourd'hui. Et puis aussi le fait que chaque nouvel inscrit avait droit à une écoute illimitée de 6 mois, je crois. Enfin 6 mois, gratuite. Mais par contre, il faut installer le logiciel, hein. Pour Spotify, il faut un logiciel tierce qu'on installe sur la machine. On n'a pas de site web. L'interface, bon, elle est comme Deezer, un peu de choses près, elle est bien pensée, elle est légère, elle est ergonomique. Elle vous autorise à synchroniser aussi vos playlists iTunes directement sur votre compte, hein, ça serait intéressant aussi. Ça c'est pas mal, ouais. Donc, mais par contre, le petit hic, c'est que si vous voulez écouter de la musique entre guillemets de bonne qualité, faut passer à la caisse. Encore une fois, c'est en premium, hein, parce que sinon, elle est encodée en 128 bits si vous n'avez pas d'abonnement premium. Donc, voilà. iTunes Match,
lui par contre, stock vos musiques, hein, vos propres musiques dans le nuage, donc toute la bibliothèque iTunes que vous possédez et que vous avez consciencieusement acheté légalement. Ah oui, Donc, que légalement, se bien sûr. retrouvera sur le cloud. Donc ce qui est vachement bien, c'est que les infos contenues dans les DRM de vos musiques se chargent de tout pour tout ce qui est jaquette, renseignements de vos musiques. Donc ça remplace tous vos fichiers par des copies iTunes haute qualité avec jaquette de très bonne qualité, le son pareil. Mhm. La manipulation, pardon, elle est plus ou moins longue, hein, selon le nombre de fichiers qu'on a synchronisés, ça peut être long. C'est accessible depuis n'importe quel périphérique Mac ou iOS. Lecture en stream ou en téléchargement local. Et par contre, je tiens aussi à préciser que iTunes Match ce n'est pas une usine de blanchissement de MP3. Il faut disposer des musiques qu'on envoie. Hein. C'est... Mais comment dire, il vérifie ça ou pas? Ah, il y a des contrôles. Oui. Ouais. Bon, d'accord. Parce que j'ai, sans le faire exprès, des musiques que je n'ai pas obtenues également. Oh. Et donc je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas synchronisées dans les clouds, donc je n'en bénéficiais pas. Ah, donc parce qu'au début j'ai cru comprendre, parce que ça avait fait vachement le buzz, que pas mal de gens téléchargeaient des musiques illégalement, les mettaient sur iTunes Match, et en plus ils blanchissaient les musiques et c'était la fête. Ça marche pour certains, mais d'autres... Ça a trop duré peut-être au début. Oui, je pense qu'ils vont renforcer leur politique de sécurité là-dessus. Bon, bah, tu vois... Donc, voilà, pour revenir à tout ça, donc maintenant que je les ai brièvement énumérés ce qu'ils font chacun, les avantages et les inconvénients que j'ai trouvés, moi, par rapport à Spotify et Deezer, c'est que vous possédez pas réellement la musique, hein. C'est vraiment la musique, en streaming. Dire, voilà, tu consommes, tu jettes, mais c'est pas à toi, quoi. Ouais. Une fois ton abonnement terminé, par contre, tu peux plus écouter de musique sur ton mobile. Hein. Donc, si tu renouvelles pas ton abonnement de 10 € par mois, tu peux plus bénéficier de tes playlists que tu as consciencieusement créées, etc. Je trouve aussi que si tu choisis de souscrire pendant 1 an, ça te fait environ 120 € par an. Je trouve que c'est une somme. Ouais, c'est sûr. C'est vrai, j'avoue, ouais, c'est vrai que c'est une somme. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu peux suspendre ton abonnement à n'importe quel moment, quoi. Vu que c'est un paiement par mois, tu peux te dire, tiens, ce mois-ci, je vais pas avoir le temps de toute façon d'écouter de la musique, donc je le prends pas. Et puis après, tu peux le reprendre le mois d'après. Voilà, exactement. Moi, je l'ai pris, par exemple, je me suis dit, tiens, je vais partir en vacances, je vais me payer un mois, c'est 10 €, et puis je vais en profiter, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc l'avantage des services de musique comme Spotify ou Deezer, c'est donc le fait de pouvoir les écouter où on veut, et puis surtout que ils nous proposent par des apps tierces, par exemple Spotify c'est Last.fm je crois, ouais. De découvrir des titres ou des choses comme ça en fonction des dernières écoutes. Donc si on met ça en fond sonore, ça peut être intéressant. On écoute un truc, tiens, c'est bien, c'est quoi? Et puis hop, on découvre des trucs. C'est des petites, c'est sous forme de petites applications qui sont dans la. Ouais. Tout à fait, dans l'app Spotify. J'ai ça sur Mac. Ouais. Voilà. Et par contre aussi, pour écouter en streaming, c'est bien, mais à condition d'avoir le forfait qui va avec. Hein. Oui. Parce qu'il faut éviter. Je suis d'accord. Et puis que la 3G marche aussi. Oui aussi. C'est sûr. Donc le streaming, c'est à proscrire par exemple pour les voyages, hein, tout ce qui est train et choses comme ça. C'est pas la peine d'y penser. Voilà, c'est pas la peine d'y penser. Mais bon, on peut se consoler en disant qu'on peut télécharger toutes ces playlists pour les écouter hors ligne, quoi. Mais ça enlève tout l'avantage du streaming puisque après, ça remplit la mémoire du téléphone. Donc c'est à ne plus rien y comprendre puisque on s'en mêle un peu les pinceaux. On veut des services de streaming, mais on peut pas s'en servir quand on veut. Donc dans certains moments, il faut les mettre sur son téléphone pour en bénéficier hors ligne et vice versa. Il faut attendre la 4G les gens. Il faut attendre la 4G. Voilà, exactement. Sinon pour iTunes Match, donc là c'était un peu les avantages et les inconvénients de Spotify et de Deezer. Maintenant sur je reviens juste par contre sur l'app Spotify sur iPad, elle est vraiment superbe. Je crois qu'on a attendu quelque chose comme 1 an avant qu'elle arrive parce qu'elle était déjà sur iPhone.
Et sur l'iPad, on a attendu, là, il y a quelques mois, elle est arrivée là, et elle est vraiment superbe. Donc ça mérite, rien que ça mérite de payer un abonnement d'un mois juste pour la tester. D'accord. Bon, on te fait confiance parce que je crois que nous on n'a pas d'iPad en fait. Non, mais elle est aussi sur Android et je pense qu'ils ont à peu près le même design et j'en parlerai quand t'auras fini. C'est vrai que c'est D'accord. vachement bien. Ok. Bon, pour iTunes Match, les avantages et les inconvénients déjà, c'est que c'est 25 € par mois, donc c'est rien du tout. Autant dire que 2 € par mois, c'est vraiment rien. C'est votre musique aussi, donc c'est vous qui possédez tous les droits. L'avantage c'est que ça nettoie entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, votre bibliothèque, donc ça vous met des jaquettes de haute, comment dire, haute, Plus besoin de taguer les musiques, tu veux dire. non, les jaquettes haute définition, quoi, vraiment D'accord. avec un bon piqué, c'est pas des trucs de 25 sur 25 pixels. Mais est-ce que ça les Et tag en même temps? Est-ce que s'il y qu'est-ce a que pas tu entends par les, taguer? imaginons, tu vois, j'ai un fichier qui est à moi, qui est sur un CD et que j'ai pas réussi à prendre les infos, c'est-à-dire la jaquette, le nom de l'album, Ah oui, Ah oui, le bah nom de la... ça te remplit Si toutes les t'as, données de toute façon, je pense. voilà, par D'accord. internet, si t'as les DRM sur ton CD, hein, t'as aucun souci, ça te fait automatiquement. D'accord. Ah, c'est plutôt cool ça. Franchement, j'avoue, c'est plutôt cool. Par contre, du coup, c'est pas du L'inconvénient streaming. aussi. Comment ça? Enfin, Du streaming. tu peux avoir tes musiques en streaming sur iTunes Match ou Ah pas? oui, Ouais. tu peux choisir entre, si tu cliques à tel ou tel endroit, je sais qu'il y a un petit nuage à côté de ta musique. Soit tu cliques sur le titre, je crois, et ça lance en streaming, soit tu cliques sur le nuage et ça te le télécharge localement sur le téléphone. Enfin, il y a une bidouille comme ça, mais tu peux choisir. D'accord. Et par contre, l'inconvénient, c'est que donc faut avoir un téléphone Apple. Oui. Ça fonctionne pas sur Android. Évidemment. Normal. Ça, je précise pas. Et puis il faut aimer iTunes aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rebutées par sa complexité. Hmm. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas l'utiliser parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de choses, trop de réglages, trop de boutons, trop de... Un peu le côté un peu usine à gaz, quoi. Voilà. Donc ça rebute beaucoup de gens. Moi perso, j'utilise iTunes Match parce que je voulais le tester pour 25 €. C'était pas cher, donc j'ai voulu l'essayer. J'en suis content, mais je m'en sers pas pour l'utilisation que je devrais, c'est-à-dire l'utilisation en streaming. J'utilise vraiment quand je suis à la maison, quoi, avec le réseau Wi-Fi, comme ça j'ai pas besoin de saturer ma mémoire de l'iPhone ou de l'iPad, mais sinon en dehors, pour l'écouter en 3G, c'est pas possible. C'est trop long, je trouve. Il faut minimum 5 secondes, je crois, pour lancer la musique, et quand ça saccade pas, c'est bien. Mais c'est pour ça que après, moi, j'ai utilisé Spotify pour le streaming, qui est beaucoup plus performant, quoi. D'accord. En 3G ou en hors ligne, tu veux dire? En 3G et en hors ligne, ça revient au même, puisque moi, je me sers surtout de Spotify pour découvrir des nouveaux titres, puisque moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses sur mon iMac. Donc c'est pas des vieilleries, mais j'ai pas l'occasion d'acheter de nouveaux morceaux, donc c'est grâce à Spotify que je les découvre et que je les télécharge après, quoi, hors ligne, grâce à l'application. D'accord. Et donc je pense qu'il faut vraiment voir en fonction de ses besoins ce qui nous intéresse, en sachant que on peut switcher les différents services et donc comparer les offres en fonction du besoin de chaque mois, quoi. Comme je disais, tu pars en vacances, tu peux prendre Spotify, tu restes chez toi, bah tu peux pas difficile d'iTunes Match parce que t'as le réseau Wi-Fi tout le temps. Voilà. À savoir aussi que certains opérateurs proposent une offre dans leur forfait. Je sais plus si c'est d'actualité, mais il y avait des forfaits à un moment avec 10 heures gratuites. Si, ouais, c'est avec Orange. Ouais, voilà, tout à fait. Je crois que c'est toujours d'actualité. Oui, ça existe toujours. Ça c'est pas mal, quoi. Si vous avez ça, il est pas à tortiller, gardez 10 heures, quoi. Sinon, pour les autres, je leur conseille Spotify, puisque moi je m'en sers au niveau de sur l'iPad et l'iMac et l'iPhone, donc les trois. Pour les trois, l'application est légèrement différente, mais on s'y retrouve. Elle est ergonomique, elle est facile, on peut synchroniser toutes les playlists d'iTunes, donc voilà. Donc, En général, c'est vraiment Spotify que j'utilise, quoi. d'accord. Donc au final, toi, si tu devais en choisir un, ce serait vraiment Spotify, c'est ça?
C'est ça, et puis sinon, ben, je suis un vieux de la vieille, je télécharge, mais je transfère mes fichiers MP3 par câble de iTunes via mon iPhone Ok. pour l'avoir vraiment sur la À même. l'ancienne, c'est bien. Voilà, à l'ancienne. Et j'ai toujours mon iPod classique avec moi. Ouh, un vieux de la vieille. Hein. Ouh là là. Et toi, Pierrick, tu utilises quoi comme service Moi, Déjà, est-ce que j'en avais parlé tout à l'heure, mais pour le streaming, j'utilise Groove Shark. Ouais. Et donc, Ah oui, c'est vrai, tu en avais parlé. en fait, là, il y a une application mobile, et justement, l'utilisation sur mobile est payante. Le seul truc gratuit sur mobile, je pense, c'est avoir accès à à des playlists, enfin, des radios thématiques, enfin, qui sont ouvertes à tout le monde, mais sur lesquelles on n'a pas la main concernant les morceaux. Et sinon, moi, sur ordi, à la maison, au bureau, n'importe où, j'ai des playlists, j'ai des tonnes de trucs qui sont gratuits, qui sont sans pub et qui marchent très bien. Donc pour le moment, Parce j'ai que pas besoin de passer sur Spotify. je pense que si on n'a pas l'utilité de l'avoir en mobilité, Ouais. toutes ces playlists, on n'a pas besoin de souscrire un abonnement. Exactement. Je pense que toutes les offres qu'on a citées, et la tienne aussi, ça marche très bien gratuitement. Oui, ça marche très bien gratuitement, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que j'en avais entendu parler de Groove Shark. Mais c'est peut-être parce que l'application mobile moi j'avais besoin de la mobilité, c'est peut-être parce que l'application mobile était payante que je me suis dit et que peut-être aussi toute la musique que je voulais n'était pas disponible. Il y a Ouais, sûrement non, une histoire comme ça. oui, c'est sûr. Oui, Et ça aussi, c'est ouais. assez limité parce que niveau francophone, il n'y a pas tout ce qu'on veut. Après, je sais pas si vous écoutez vraiment la variété ou quoi que ce soit, mais J'ai remarqué ça aussi sur Spotify, ouais. mais C'est vrai que, niveau variété française, il n'y a pas beaucoup. moi perso, je suis plus sur tout ce qui est, enfin, tout ce qui est groupe indépendant, des petites musiques sur des petits coups de cœur par-ci par-là, et je les retrouve sur Groove Shark. Donc pour le moment, ça me convient. Le jour où vraiment je retrouve plus rien et que la musique n'est pas renouvelée, là, j'irai fouiller ailleurs, quoi. Mais pour l'instant, ça me suffit. Bon, ça va. Bah, pour bon, moi je vais vous donner mon avis parce que je suis un utilisateur de Spotify depuis maintenant déjà 2 ans. Donc bon, je connais quand même pas mal le service, j'ai vu un peu l'implémentation. Et est-ce que toi Hmm tu payes tous les mois? Ah oui, ou tu moi l'utilises depuis 2 ans, je paye 10 euros par mois. Ah, donc t'es vraiment un riche, hein. Ah oui, non mais en fait, non mais il y a un truc très simple. Il y a depuis jusqu'à il y a 1 an, c'est vrai, tu peux te dire ouais, j'étais un riche, ok, tous les mois, je fermais les yeux sur dès que je voyais que je payais 10 euros. Mais en fait, maintenant, je vais te dire que ça me fait moins mal parce que maintenant que j'ai mon forfait free qui coûte vachement moins cher avec mon portable, et ben les 10 euros que j'ai gagnés, et ben je les réinvestis. Donc bon. Ouais, mais moi je suis un aussi un vieux de la vieille, j'ai mon forfait, et je suis encore engagé, donc je peux pas. Et ben non, et ben voilà, c'est là où finalement, et ben je gagne de l'argent. Mais Oh, tu gagnes, c'est pas que tu gagnes de l'argent, c'est que t'en dépenses moins, nuance, parce que t'en dépenses moins. Tu dépenses autrement plutôt. Je dépense autrement, mais bon, je fais pas gaffe énormément à mes dépenses, j'avoue, c'est pas bien, je devais me frapper tous les matins, mais je le fais pas. Je ferme les yeux encore. Peut-être quand je vivrai dans la rue, là je ferai gaffe. Mais bon, pour un peu reparler un peu de ce système-là, j'ai vu un peu l'implémentation de Facebook, l'implémentation des applications, un peu pour découvrir de nouveaux artistes. Et moi, je dois te dire que Spotify, je m'en sers pour une chose qui est vraiment énorme, c'est-à-dire que moi, mes ordinateurs, ça arrive pas mal de fois où je dois formater, je dois ci, je dois ça, et j'ai pas de clé USB ou de disque dur externe parce que c'est vrai que les disques durs externes, je trouvais ça vraiment cher pour ce que c'était au début. Ça coûtait 100, 120 euros et j'avais pas à mettre ponctuellement 120 euros là-dedans. Et mes musiques, bon bah voilà, moi j'écoute du rock indé, enfin plutôt des trucs un peu britanniques, bon genre Arctic Monkeys et puis tout ce qui en découle. Moi j'aime beaucoup ce genre d'artistes là. Et sur Spotify et sur Deezer, il y avait ces artistes là. Au début,
c'est vrai que comme j'avais vu que Deezer était français, je m'étais dit bah ouais, trop bien, je vais utiliser ça, ça marche vachement bien. Sauf que il y avait beaucoup de titres français sur Deezer et je trouvais pas tout ce que je voulais et tous mes artistes indés, ils y étaient pas sur Deezer, surtout que j'arrivais pas à découvrir de nouveaux artistes. C'est ce qui m'embêtait. Et du coup, j'ai un peu vu Spotify, et Spotify était plus joli ergonomiquement, et ça, je fais toujours gaffe, c'est un truc assez énorme. Donc, je m'étais dit, tiens, je vais essayer Spotify. Et avec Spotify, il y a eu un truc énorme. C'est en gros, tu écoutes l'artiste que tu veux, et déjà, tu as une petite biographie de l'artiste. Bon, je pense que sur Deezer, c'est pareil maintenant, mais j'ai pas l'impression qu'avant c'était comme ça. Et tu peux cliquer sur artistes similaires. Et ça, pour moi, ça a été la découverte. Ça a été pour une des grosses raisons pour laquelle j'ai payé 10 euros par mois, c'est que moi je synchronisais un peu sur mon iPod, mon iPod, qu'est-ce que je raconte, sur mon iPhone, excusez-moi, toutes mes musiques que je pouvais écouter hors ligne, parce que c'est vrai que je faisais du streaming quand j'étais chez moi et hors ligne quand j'étais dans les transports ou autre part, mais je pouvais avoir d'autres artistes que je connaissais pas, et c'était super bien. Et il y a ça. Il y a surtout aussi le fait que grâce à ça, j'ai arrêté totalement le téléchargement. C'est-à-dire que, bah voilà, comme tout le monde, je téléchargeais, c'était pas bien, mais bon, je le faisais. Et en fait, depuis que j'ai Spotify, et ben même plus besoin, parce que si j'ai envie de télécharger, comme je parlais tout à l'heure, ben au niveau de la simplicité, c'est que je me dis tiens, j'ai envie d'écouter de la musique, et ben mon Spotify est ouvert. Je tape un peu ce que j'ai envie d'écouter, je tape dans artistes similaires. En plus maintenant avec les applications, tu mets une musique et ça te cherche dans les musiques, dans les mêmes genres à peu près des musiques. Franchement, c'est super simple et je le crie haut et fort que même si je paye 10 euros par mois, je m'en fous complètement. Moi, je suis un gros consommateur de musique et franchement, c'est énorme. Surtout en plus des trucs. Bah, ça va peut-être changer pour moi aussi, mais c'est vrai que j'aime beaucoup avoir ma musique sur mon ordinateur, sur mon disque dur, savoir qu'elle est là. Mais ça va sûrement changer, oui, puisque de toute façon maintenant, on est amené à ça, on est obligé. Non mais moi, c'est comme un peu toutes mes données, je fais pas gaffe, hein, et je devrais faire gaffe, c'est pas super, mais beaucoup de mes données sont sur le cloud. Moi j'aime bien un peu ce système, le cloud, j'ai accroché à tout ça. Moi c'est pour vous dire un truc tout bête, j'ai payé moi pour avoir un peu plus d'espace sur Google Drive, et du coup comme je vous ai dit, en plus je formate pas mal mes ordis, tous mes dossiers importants, tous mes fichiers importants sont sur Google Drive. Bon, pour mes dossiers les plus importants et mes fichiers, j'ai quand même un disque dur externe, mais je veux dire, quand je formate mon ordi et que je réinstalle tout, et ben j'ai juste à me connecter à Google+, à Spotify, et je retrouve tout mon ordi comme avant. Et ça, c'est vraiment énorme. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est pour ça que ce système un peu là de streaming et tout, je pense vraiment l'utiliser. Après Deezer, je l'ai pas réutilisé depuis 2 ans, et j'avoue que j'avais un gros problème, c'est que sur Deezer ils mettaient beaucoup en avant, comme c'est français, des artistes français. J'ai rien contre les artistes français, j'ai rien contre la variété française, mais c'est vraiment pas ma came entre guillemets, j'écoute vraiment pas ça. Et sur Spotify, il y avait vraiment tout ce que je voulais. Pour un truc tout bête, hein, pour un exemple, une petite anecdote, voilà, il y avait un nouvel album des Arctic Monkeys qui était sorti il y a un petit moment, et ben sur Deezer il l'avait pas, et ben sur Spotify le jour de la sortie, d'une il l'avait, et de deux, pour les gens qui avaient le premium, il y a même des petites surprises, il y avait des titres inédits, donc c'est un peu le truc, genre si t'as payé t'as des titres inédits, et que t'avais pas sur Deezer. Par contre, juste une petite chose, et après je vous laisserai la parole, parce que je parle beaucoup. On peut acheter les pistes que tu écoutes sur Deezer excusez-moi, sur Spotify, en appuyant sur un bouton. Bon, ça coûte 99 centimes par piste, donc c'est clairement trop cher. Je le dis en mille, c'est vraiment trop cher. Mais bon, c'est super simple. Donc d'un côté, si c'était moins cher, peut-être que je paierais peut-être
un album par mois, comme ça je me ferai ma petite bibliothèque, je sais pas. Surtout que tu peux le retélécharger, c'est un peu comme iTunes, c'est pas mal. Et par contre, il y a une chose qui est moins bien, si t'es pas premium, parce que ça m'est arrivé de le couper pendant un mois parce que j'écoutais pas de musique, il y a des titres que même si t'écoutes en écoute libre, parce que déjà t'as 20 heures quand t'es pas en premium, il faut dire, par mois, il y a des titres que tu ne pourras pas écouter si t'es pas premium. Et ça, par contre, je trouve ça con. Il y a des titres en plus sur des albums. Moi, je me rappelle d'un jeu, plutôt d'une bande son d'un jeu que je voulais écouter sur Spotify. J'étais premium, je pouvais tout écouter. C'était un peu, j'ai arrêté d'être premium pendant un mois. Et ben, il y avait 4-5 musiques. Alors, je sais pas comment ça se passe, qui étaient impossibles à écouter. Alors, c'est totalement débile, je pense qu'il y a sûrement une raison, ou alors pas du tout, j'en sais rien, mais c'était débile. Et il y a aussi le système que si t'es pas, il y a des musiques que tu peux écouter si t'es dans le pays ou dans un autre pays, mais en France ça marche pas, par exemple. Ah, c'est une question de droit aussi. C'est une question de droit sûrement, oui, c'est vrai que c'est assez embêtant. Mais bon, il y a ce système-là. Mais bon, au final, pour faire plutôt une sorte de conclusion sur un peu mon expérience, iTunes Match, moi, j'en vois pas l'utilité, sachant que j'ai pas les musiques et je veux pas m'amuser à tout. Que tu n'as pas de Mac surtout. Mais j'ai pas de Mac, j'ai plus de Mac en plus. Mais sur le PC, on peut le faire. Hein. iTunes, il existe. Je pense qu'on peut le faire. Oh, c'est moche sur PC. Bon bref, mais c'est quand même. Le gros fanboy. C'est quand même possible. Alors bon, je pourrais le faire, mais j'ai pas les musiques. Alors ça sert à rien de télécharger illégalement. En plus, si tu peux même pas blanchir ta musique, bah ça sert à rien. Enfin bref, voilà. Bravo. Et puis Deezer, bon, l'offre à peu près comme Spotify, ils ont à peu près le même catalogue, donc bon, moi au tout début l'ergonomie me plaisait pas trop, donc c'est pour ça que je l'ai pas utilisé. Donc voilà, je soutiens haut et fort Spotify, j'adore ce service-là et je pense que je l'utiliserai pendant encore pas mal de temps. Voilà. D'accord. C'était la chronique bisous. Bisous Spotify. Oui, bisous Spotify, j'aime Spotify. Donc voilà. Donc en gros, ça fait deux voix pour Spotify, je crois, et une voix pour Grooveshark. Voilà. Ouais, exact. Et une voix pour iTunes Match quand même, parce que. Oui, une voix pour iTunes Match. C'est vrai que tu l'utilises. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet-là. Je pense qu'on va passer au prochain. Il y a pas de souci. Et au dernier surtout. Let's go. Comme je vous ai dit, j'ai eu le plaisir de tester la nouvelle monture de Windows, estampillée du chiffre 8. Donc afin de pas vous perdre rapidement, si je commence à tout détailler parce que ça va être trop long, j'ai décidé de prendre en compte en fait ce qui me semblait le plus important pour moi, c'est-à-dire l'interface et le fonctionnement du système dans sa globalité. Comme ça, ce sera plus digeste et ça sera plus pertinent surtout. Donc on va commencer par l'interface parce que j'aime l'interface, j'aime le design d'interface. Donc en fait cet OS il va pas mal changer avec les habitudes, hein. Faut pas se cacher qu'on avait pris depuis Windows 95. Donc ça fait déjà pas mal d'années parce qu'il est sorti en 1995 pour dire. Et oui, en fait c'est excite complètement le bureau. Maintenant on va bonjour l'interface métro quoi. Donc, les tuiles. Ouais, les tuiles, exactement. Donc, pour les personnes qui ont jamais touché un Windows Phone, franchement, ça va vous faire un choc, vraiment. N'y touchez pas. Oh si, au contraire, touchez-y. En fait, tout se dirige avec des tuiles, comme t'as dit, John, et en fait, que vous sélectionnez et que vous pouvez placer sur un bureau qui s'étale en largeur. Donc c'est un changement de design assez énorme et franchement j'ai juste envie de dire waouh. Ça fait du bien de voir des nouveaux concepts comme ça qui fonctionnent et moi je trouve ça clairement beau et moi je dis merci à Microsoft. Enfin moi personnellement. Après par contre il y a un autre changement majeur et que je trouve ça débile, c'est la disparition pure et simple du bouton démarrer. Alors là franchement je suis le premier étonné par ce choix quoi. C'est super pratique, c'est fonctionnel. Bon, c'est pas super beau, soit, mais c'est quand même pratique et fonctionnel. Et ils ont décidé de l'enlever. Alors, soit ça a été remplacé par les coins actifs qui existent sur Mac d'ailleurs depuis un petit moment, mais à mon avis, pour le commun des mortels, ça ne servira à rien et ce sera inutile. Donc voilà pour un peu l'interface. Donc au niveau du système, donc on a eu le droit à des utilisations un peu plus user-friendly de l'OS quoi. Donc une fonction que j'utilise moi, c'est la fonction de restauration qui est maintenant accessible, qui est bien meilleure que l'ancienne du coup,
et qui permettra enfin de retrouver une configuration stable et pleinement utilisable en un clic, et en plus sans perte de données. Alors qu'avant, fallait cliquer dans tous les sens et tu perdais tous tes fichiers, quoi. Enfin, pas mal de fichiers. Il y a un nouveau système de transfert de fichiers détaillé et maîtrisable, enfin, qui arrêtera de tout faire planter si vous voulez suspendre, qui ressemble un peu à iOS d'ailleurs. Enfin, non, pas à iOS, excusez-moi, à Mac. En gros, tout devient paramétrable, c'est plutôt sympa. Il y a un nouveau gestionnaire de tâches assez minimaliste, du coup un peu à la iOS, que ça fait un peu des rubriques toutes simples qui sont pas du tout détaillées, et du coup c'est assez simple. Donc en gros il y a d'autres choses dans les menus, et c'est assez simple. On va surtout vers une simplification de tout ce qu'il y avait dans Windows 7 et dans les anciens Windows. Voilà, donc en clair, comme j'ai dit, moins de prise de tête et plus besoin de fouiller de midi à 14h en gros pour arriver à faire ce que l'on souhaite. Mais bon, je vous vois arriver, parce que vous allez me demander pourquoi tous ces changements soudains, pourquoi Microsoft a décidé comme ça d'être... Puis comment t'as pu tester ou Ah oui, parce que c'est une bêta, parce qu'on pouvait tester la bêta de Windows 8 il y a un petit moment, et du coup moi j'avais fait ce test il y a un petit moment, c'est pour ça du coup que j'en reparle. Là je crois qu'on peut plus l'utiliser, parce qu'il va bientôt sortir, mais je vous en parlais. Donc comme je disais, pourquoi tous ces changements soudains, quoi. En fait tout simplement parce que le nouveau système est en passe de se démocratiser sur le périphérique à la mode, la tablette, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à simplifier pour que tout le monde s'y retrouve. Sinon, franchement, imaginez le bordel. Ou tout simplement, moi je vous propose juste d'utiliser une tablette sous Windows 7. Je pense que vous en avez pas entendu parler. Mais si vous en avez pas entendu parler, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est tout simplement affreux. C'est dégueulasse. Et pourtant, c'est prévu pour. Il y a vraiment un truc qui est prévu pour l'utilisation du tactile sous Windows 7, mais c'est une vraie merde. Je suis désolé d'utiliser ce mot, mais c'est une merde. Donc voilà. Donc au final, moi sur ce test-là, pour pas faire gros, excusez-moi, j'ai trouvé assez satisfaisant. Faut pas se le cacher. Bon, le changement est radical, c'est sûr, mais c'est un changement nécessaire, et je pense pour tout le monde, je le pense vraiment, quoi. En plus, étant utilisateur de Windows depuis de nombreuses années, surtout en plus depuis Windows 3.1 pour vous dire, depuis que je suis tout petit, c'est la première fois que en gros je me suis retrouvé devant un système qui est aussi fluide, et franchement, surtout en phase bêta, quoi. Alors imaginez le produit final. Franchement, je peux que le recommander. En gros, aussi pour ce qui est de la disponibilité, la sortie officielle se fera le 26 octobre 2012 avec des prix revus bien à la baisse. Parce que au lieu des 120 € que demandait Windows 7 pour le télécharger, bon, c'était un peu moins cher pour les étudiants, mais c'est quand même 120 boules. Ça sera 30 € si vous faites une mise à jour de XP Vista ou de Windows 7. Donc en gros, vous partez de ces trois systèmes pour aller sur Windows 8. Ce sera 15 € pour les gens qui ont acheté un PC entre le 2 juin 2012 et le 3 janvier 2013. Donc voilà. Et enfin, ça sera 60 € pour l'achat du DVD ou en téléchargement en ISO. Voilà. Donc en gros, moi je sais que bon, dans cette émission, je suis le seul utilisateur d'un PC, mais bon, peut-être une petite réaction, peut-être que vous ferez un petit bootcamp, j'en sais rien. Non, je l'utilise au boulot. Ah oui, en Ouais. plus, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Enfin, vous l'avez déjà utilisé, peut-être, vous l'avez déjà touché. Non, mais j'aimerais bien l'utiliser dans un système de tablette, parce que je pense que les systèmes d'icônes, c'est un peu dépassé, je pense. Il faut aller vers autre chose, et les tuiles, les choses comme ça, je trouve ça va assez novateur, et je pense qu'il faut se tourner un peu plus vers là. Ce système d'exploitation là. Ouais, je suis d'accord avec vous, parce que l'interface métro, c'est quand même, enfin, déjà rien que visuellement pour les captures d'écran, les petits aperçus qu'on a pu voir à chaque fois, c'est quelque chose de très très attractif. Enfin, visuellement, ça donne envie, quoi, déjà. Ça donne envie, c'est plutôt joli. Par contre, faut dire que comme c'était une bêta, moi bon, j'ai un petit bémol à faire passer, c'est que en gros, les tuiles, elles sont énormes sur le PC, et parfois du coup la résolution, la qualité est pas au top. Alors du coup ça m'a un peu embêté, je vous avoue.
parce que bon, je suis assez tatillon, surtout en plus venant de Mac et ayant un iPhone, j'aime bien que ça soit beau, surtout avec l'écran Retina, quoi. Et c'est vrai que ça m'a un peu embêté, mais je pense que c'est vraiment une bêta, que c'était vraiment parce que c'est une bêta. Surtout qu'il y a plein de petites applications, il y a une application message un peu comme Mac, il y a deux trois petites choses assez intéressantes, donc je pense que c'est pas mal. Franchement, testez-le. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Bon, on a fait quand même pas mal d'émissions, pas mal de temps pour cette émission. Je crois qu'on va dire, c'est un nouveau record. C'est un nouveau record. C'est un nouveau officiel. record. C'est officiel. Le jour où on fera 3 heures d'émission, je propose qu'on arrête. On le fera pas. Donc voilà. En gros, je crois que ce podcast, comme j'ai dit, touche un peu à sa fin. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, sur Facebook ou sur Google+, aux adresses que vous trouverez dans la description. Ne vous inquiétez pas, on le marquera. iTunes aussi, des notes. Ah oui, il y a aussi le podcast iTunes, j'ai oublié de le dire. Mettez-nous des notes, ça nous fera remonter, ça nous sert énormément. Mettez des commentaires, c'est vraiment super. Déjà, on a eu énormément de commentaires, on voulait vous dire merci, c'est vraiment super. Donc nous, on vous retrouve dans... Que ce soit bon ou mauvais, hein, tous les conseils, on prend. Ouais, tous les conseils, on prend, exactement. Exactement. Nous, on commence et franchement, vous aidez-nous, ça sera super, quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, nous on vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Voilà. Bye bye. Salut. À la prochaine. Ciao.